un immense plaisir que nous avons à accueillir donc, au cours de cette session d'actualité, Madame donc, le professeur donc, Chawqi Sana, donc, professeur de pédiatrie et de neuropédiatrie donc, au CHU de Fès. Donc, il va nous parler concernant l'actualité à propos des amyotrophies spinales. Donc, cette session donc, est parrainée par les laboratoires Roche. Madame le professeur donc, Chawqi, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes pour nous présenter, 20 minutes pour nous présenter donc, les actualités à propos d'amyotrophie spinale. Je vous remercie. Bonjour. Désolée pour ce petit retard. Merci Dr Habibi, merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler d'un sujet très intéressant d'actualité qui est l'amyotrophie spinale. Donc aujourd'hui, on va parler des traitements, des actualités thérapeutiques et surtout des thérapies innovantes dans l'amyotrophie spinale. Alors l'amyotrophie spinale est une maladie génétique autosomique récessive et c'est l'une des premières cause génétique de mortalité infantile. Elle serait au Maroc la première maladie génétique mortelle. Elle va être responsable d'une fatigabilité musculaire progressive qui va être de sévérité variable. Donc on va voir, il existe plusieurs formes pour cette maladie, formes cliniques. Et les complications, elles sont surtout respiratoires et orthopédiques. Alors, le problème dans l'amyotrophie spinale, c'est qu'il y a une atteinte du motoneurone périphérique, ou ce qu'on appelle le deuxième motoneurone. Ce deuxième motoneurone qui va donc dégénérer, et il va mourir progressivement, et donc ça va retentir bien sûr sur la jonction neuromusculaire, sur le muscle, et ça va engendrer tout le tableau du handicap moteur qu'on voit chez les enfants. C'est une maladie assez quand même, on va dire rare, mais plus fréquente que les autres. Sa prévalence universelle, elle est de l'ordre de 1 sur 11 000 naissances. Mais au Maroc, ce serait, d'après les études au Maroc qui ont été menées au Maroc, elle serait beaucoup plus importante, 1 sur 1800. Les porteurs sains, les porteurs hétérozygotes, comme c'est une maladie autosomique récessive, ça varie entre 1,40 et 1,60. Mais au Maroc, il serait plus fréquent et plus nombreux les porteurs, avec une portion de 1 sur 25. Donc, les premières descriptions ont été apportées par Wernicke en 1891, puis après Hoffmann. C'est pour ça que le nom de Wernicke-Hoffmann est donné à cette pathologie dans une forme spécifique qui est la forme 2. Et puis, il y a eu d'autres travaux plus tard qui ont essayé de décrire la forme sévère, qui est la forme type 1 connue après. Et on a eu la première, et ici c'était la première illustration dans un livre, un textbook de médecine en Angleterre. Après, on a pu distinguer différentes formes, donc une forme sévère, une forme intermédiaire, une forme un peu légère, en fonction de l'âge d'apparition des symptômes. Donc, alors, ce qui est connu, c'est ces formes légères, sévères, intermédiaires. Et, plus tard, on a donné la nomination de type 1, type 2, type 3 à ces formes. Donc, le type 1, c'est là où les nourrissons ils vont commencer à montrer des signes de faiblesse avant l'âge de 6 mois. Donc souvent, quelques temps après la naissance, ils vont commencer à s'affaiblir, à perdre leurs acquisitions. Et puis, la maladie s'installe, c'est la maladie de Wernicke-Hoffmann. Le type 2, c'est des enfants généralement qui peuvent s'asseoir, mais après, ils vont présenter le déficit moteur qui va être progressif, et plus tard, ils vont perdre même cette position assise. Le type 3, c'est des enfants qui vont marcher plus tard, mais ils vont avoir un déficit proximal tardif
qui va c'est-à-dire qu'on va souvent, on a du mal à distinguer ces maladies des myopathies, hein, ou des dystrophies musculaires progressives. Parce que souvent, dans cette maladie-là, enfin dans ce type-là, il y a aussi l'hypertrophie des muscles qu'on voit dans les myopathies ou dans des dystrophies progressives. Donc ces trois types-là, ils sont très importants, enfin c'est les plus classiques, mais dernièrement, bien sûr, on a décrit d'autres types qui sont le type 0, où l'atteinte survient à la période fœtale, et donc ça va être constaté par une diminution des mouvements fœtaux. Et puis il y a le type 4 qui survient chez l'adulte. Alors juste pour vous dire un petit peu des fréquences des types, alors le type 2 ça représente 20 à 30%, le type 3 10 à 20%, le type 1 c'est 58%, désolé je ne l'ai pas mis, ça fait 58%, et le type 0 il est vraiment aux alentours de 2%, c'est très rare. Peut-être c'est sous-diagnostiqué, parce que souvent c'est ces petits qui peuvent atterrir en réa et en néonatal, et on va leur étiqueter une souffrance néonatale, et parfois peut-être ça peut passer, ça reste sous-diagnostiqué. Alors l'historique est très intéressant pour l'amyotrophie spinale parce que donc ça a été décrit au tout début en 1891, puis après c'est à partir des années 90 du siècle dernier, on a commencé les études génétiques pour localiser le gène qui a été fait, ça c'était en 1990 par une équipe française et une autre américaine, et puis après le gène a été identifié en 1995 par l'équipe de Melki en France. Après, à partir de cette découverte de gène et avec la compréhension du gène, les travaux ont commencé, donc ils ont commencé, on va dire, au cours de ce siècle, au début du siècle, et là on a pu découvrir, et l'industrie pharmaceutique a pu mettre c'est-à-dire a pu apporter des thérapies qui vont révolutionner la maladie. La découverte du gène SMN, alors il s'appelle le gène responsable de la maladie, s'appelle le gène SMN, c'est le gène de survie du motoneurone, Survival Motor Neuron. Donc c'est un gène qui est localisé sur le chromosome 5, sur son bras long. Et en fait, il y a deux formes du gène. Il y a une forme centromérique et une forme télomérique. Alors la forme centromérique, c'est le SMN2, et la forme télomérique, c'est le SMN1. En fait, c'est des gènes qui sont identiques sur le plan du génome. La seule différence, c'est un nucléotide. Vous voyez, c'est le C qui est sur le exon 7 du SMN1, il devient T sur l'exon 7. Et ça va avoir des répercussions très importantes par la suite lors de la transcription. Donc, l'humain, enfin nous avons tous 2 exemplaires de SMN1. Mais en ce qui concerne le SMN2, nous avons 1 à 8 copies du SMN2. Donc, ce qu'on a appris quand on était jeune avec la génétique, c'est que pour chaque gène, nous avons 2 exemplaires. Mais avec les travaux de génétique, on a compris plus tard qu'il y a ce qu'on appelle les variants de nombre de copies. C'est-à-dire que parfois, nous pouvons avoir 2, 3, 4, 5 copies pour un seul gène. Donc, c'est le cas pour le SMN2. Alors, qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire ce gène SMN1, il nous produit la protéine SMN, qui est une protéine importante pour le motoneurone. Alors, comment ça se passe pour le SMN1 ? C'est facile. Donc, en fait, il y a la transcription vers l'ARN, où l'ARN va nous donner la SMN, protéine SMN. Là, ça se passe normalement pour le SMN1, ça nous donne une protéine qui est fonctionnelle à 100%. Pour le SMN2, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on a ce changement de nucléotide fait qu'il y a des modifications au niveau de cet exon 7, surtout au niveau, enfin pas essentiellement au niveau de l'exon, mais au niveau de la région intronique, au niveau des introns, qui fait que l'exon n'est pas inclus lors de la transcription. Et quand il n'est pas inclus, là, souvent c'est le cas, il n'est pas inclus. Donc vous voyez là, il n'y a pas d'exon 7. Alors ce qui se passe, c'est que nous allons avoir une protéine qui ne va pas être complète, elle va être tronquée, non fonctionnelle, elle ne va pas être stable, elle va être détruite rapidement. Mais quand même, on voit que ce SMN2, il donne 10% de protéines fonctionnelles. Et ça, c'est très important. Alors, pour comprendre un petit peu la maladie et la sévérité de la maladie, quand vous avez un sujet sain
là c'est un sujet sain qui a un SMN1 présent, SMN2. Il va avoir le SMN1 qui va produire le maximum de protéines SMN1 et 10% est produite par SMN2. Quand il y aura un patient atteint, porteur de la maladie, il n'y aura pas de SMN1, donc pas de protéines, il n'y aura qu'une petite quantité de protéines SMN produites. Et donc la sévérité, si vous allez comprendre, la sévérité de l'atteinte de la forme clinique va dépendre du nombre de copies de SMN. D'accord ? Le problème dans le SMN1, ça peut être souvent, c'est une délétion de l'exon 7, parfois c'est une mutation, parfois c'est les deux. Vous avez une mutation sur un allèle et une délétion sur l'autre, mais c'est vraiment rare. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On comprend maintenant que plus la sévérité est importante, moins on a de nombre de copies de SMN2. Donc, pour le type 1, 0, vous avez 1. Le type 1, vous avez 2 copies, souvent. Le type 2, 3 à 4 copies de SMN2. Le type 3, 3 à 4 copies de SMN2. Et pour le type 4, vous avez plus de 4 jusqu'à 8 copies du SMN2. C'est pour ça que les symptômes ils sont tardifs et ils sont légers. J'espère que vous avez compris. Parce que c'est très important pour comprendre après le principe de la thérapie innovante dans les SMN. Voilà, c'est juste pour dire la même chose. La protéine SMN est très importante. Cette protéine, elle est importante pour la survie de ce motoneurone, pour que ce motoneurone progresse correctement. Donc le motoneurone, il est là, le corps cellulaire, il est dans la corde antérieure, il va aller vers le muscle via la jonction neuromusculaire pour communiquer avec le muscle et le faire travailler. Alors les cytologistes, les premiers auteurs qui ont découvert le gène, ils ont travaillé sur l'histologie. C'était des anatomopathologistes qui ont longtemps travaillé, ils ont découvert que c'était ça le problème, qu'il y a un problème au niveau des corps cellulaires des motoneurones, où il y a une raréfaction et destruction des motoneurones. Là, il est là le corps cellulaire, qu'on ne retrouve plus chez le sujet malade ici, par exemple. La même chose au niveau de la jonction. Là, c'est un sujet sain avec des jonctions normales. Et là, on voit très bien que les axones ils sont atrophiés, que les jonctions, la vésicule synaptique est très réduite par rapport à la normale. La même chose au niveau du muscle, il y a aussi des modifications au niveau du muscle qui fait qu'il y a une faiblesse musculaire. D'accord, donc voilà, moi j'ai donné une petite notion sur l'explication, c'est-à-dire le pourquoi il y a un problème chez les patients SMN. Le problème après qui va se poser, c'est essentiellement la prise en charge. Donc on connaît tous tout qui s'occupe de maladies, de maladies neurologiques orphelines. On sait très bien que la prise en charge elle est multidisciplinaire, elle est lourde. Elle doit faire intervenir plusieurs personnes, que ce soit sur le plan médical, social, éducatif, pour l'appareillage par exemple ici, par la famille. Il ne faut pas oublier que la famille est un intervenant principal, bien sûr, qui va aider les médecins, qui va aider tous les autres intervenants. Donc, en matière d'amyotrophie spinale, la prise en charge, elle est neuromusculaire, bien sûr, elle est orthopédique, elle est respiratoire et nutritionnelle, parce que ces enfants-là, à cause de leur handicap, ils ne peuvent pas. Ils ont des répercussions orthopédiques, ça on le sait, les rétractions tendineuses, les raideurs articulaires. Ils ont aussi des problèmes respiratoires parce que la cage respiratoire, elle va être toute affaiblie. Donc il y aura un syndrome restrictif qui s'installe, des troubles de ventilation et tout ça donc nécessite une prise en charge vraiment très régulière et très stricte et aussi nutritionnelle parce que c'est des enfants qui font beaucoup de problèmes digestifs et nutritionnels et même métaboliques, des troubles lipidiques, troubles de métabolisme glucidique et des problèmes de reflux gastro-œsophagien. Voilà, la prise en charge respiratoire est très importante et ça nécessite une surveillance clinique régulière, une exploration fonctionnelle respiratoire régulière via plusieurs techniques, spirométrie, polysomnographie, oxycapnogaprie. Alors souvent, ce que j'ai dit, c'est un syndrome restrictif, une hypercapnie nocturne. Il faut de la kiné respiratoire pour désencombrer. Il faut une assistance. Souvent, ces enfants-là, surtout pour le type 1 et le type 2, qui finissent par une assistance respiratoire continue, soit invasive chez les tout-petits, soit non invasive, par des dispositifs qui permettent ce qu'on appelle une pression
pression expiratoire positive pour désencombrer et permettre l'expansion thoracique. Bien sûr, il ne faut pas oublier les médicaments, donc l'antibiothérapie, les bronchodilatateurs, les vaccins. Il ne faut pas oublier vacciner contre le pneumocoque, contre la grippe. Et puis la prévention du VRS. La prise en charge digestive et nutritionnelle est très importante. Donc rapidement, pour les petits, il faut savoir installer un bouton de gastrostomie pour les nourrir. Il faut apporter tous les traitements pour pallier au reflux, à la gastroparésie, et puis essayer de suivre un petit peu tous les troubles métaboliques via des traitements, vitamine D, biphosphonate et tout le reste. La prise en charge et les neuromusculaires orthopédiques, donc tous ces enfants-là, ils ont besoin de kinés, ils ont besoin de dispositifs d'appareillage orthopédique, parce qu'ils font, comme on a dit, les rétractions tendineuses, mais surtout la scoliose. La scoliose, elle est quasi systématique, on la retrouve dans le type 1, le type 2, et parfois dans le type 3. Donc très tôt, il faut savoir utiliser ces dispositifs pour prévenir un petit peu. Donc on va utiliser le corset très tôt, les orthèses et puis le fauteuil roulant électrique. Ça, c'est quelque chose qui est indiscutable pour les types 2, généralement pour le type 2. La scoliose. Alors la scoliose, c'est quelque chose d'inévitable pour le type 2. D'accord? Le type 2, ils font souvent une scoliose. Alors cette scoliose, elle est source de beaucoup de malaise et d'inconfort chez ces enfants-là. Elle doit être traitée et prévenue. Donc, on utilise des dispositifs aussi. C'est les chirurgiens orthopédistes qui va mettre. C'est soit il va mettre des tiges, soit il va utiliser ce qu'on appelle l'arthrodèse. Alors, les tiges, c'est un dispositif qu'on met le long du rachis, et ça, on le met pour les enfants qui sont encore en phase de croissance pour permettre à ce rachis de grandir normalement. Et puis, quand c'est mature et en fin de croissance, on peut utiliser ce qu'on appelle l'arthrodèse. L'arthrodèse, c'est quoi? Et on va fusionner les vertèbres sur leur face postérieure, et donc on va fixer ce rachis qui sera plus mobilisé. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les types 2. Pour les enfants atteints de type 2. C'était tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a évoqué, que ce soit pour la prise en charge respiratoire, la kiné, l'appareillage, la chirurgie, tout ça, c'est du traitement symptomatique. Symptomatique, c'est-à-dire on va donner à ces enfants, dans leur histoire naturelle de la maladie, on va les accompagner par ces mesures-là. Alors, la recherche qui a démarré, quand je vous expliquais en début, fin du siècle, elle a pu discuter plusieurs thérapies qui visent, c'est-à-dire plusieurs mécanismes. Alors, le principe des chercheurs, c'était soit d'assurer une neuroprotection, la neuroprotection qui va permettre à ce motoneurone de survivre plus longtemps, de ne pas mourir très tôt, soit de renforcer le muscle, parce que les chercheurs ont vu que quand même il y a une souffrance musculaire. D'accord? Et donc cette souffrance musculaire, on peut pallier à cette souffrance, à cette raréfaction de fibres musculaires par ce qu'on appelle un renforcement musculaire via certains médicaments. Mais vraiment la thérapie qui a révolutionné la prise en charge de la myotrophie spinale, c'est celle qui vise à augmenter la quantité de protéines SMN fonctionnelles. D'accord? Soit la SMN fonctionnelle via la SMN2, soit en apportant une copie de gène SMN1 par la thérapie génique. Donc je vais vous expliquer. La neuroprotection, donc les premières études qui ont été menées, ça concernait la neuroprotection, essentiellement l'osexosine. C'est une molécule qui a été tentée par des essais cliniques mais finalement, les essais cliniques n'ont pas montré une vraie révolution, c'est-à-dire c'était pas très efficace. Ça stabilise, mais ça n'améliore pas la fonction motrice, ça ne permet pas de favoriser les acquisitions psychomotrices. Il y a eu d'autres qui ont été tentés, comme la gabapentine, l'IGF-1, le riluzole, mais bon, ça a été un peu abandonné quand même parce que
il y a eu aussi d'autres pistes. Pour le muscle, alors, ce qu'on peut utiliser, c'est les inhibiteurs. Enfin, ça reste quand même au stade de recherche, inhibiteurs de myostatine ou activateurs de la troponine musculaire, et aussi la pyridostigmine pour la jonction neuromusculaire, pour favoriser un petit peu le travail. Donc, au niveau de cette jonction, activer un petit peu les récepteurs postsynaptiques et activer un petit peu la force musculaire. Alors, les 3 traitements dont je vais parler de façon un petit peu plus détaillée sont les médicaments qui vont modifier le gène SMN, donc l'apport de protéines et l'apport de copie de gène SMN. Alors il y a 2 médicaments qui est le nusinersen et le risdiplam, et puis il y a la thérapie génique et le produit s'appelle l'onasménogène AB-Parvovec. Le nusinersen, c'est le premier médicament. Il a eu l'autorisation de mise au marché aux États-Unis en 2016 et puis après en Europe. Alors, c'est un oligonucléotide antisense. Qu'est-ce qu'il fait? Il va réguler l'épissage. Il va permettre à cet exon 7 de ne pas être, c'est-à-dire sauté. On va l'intégrer dans la molécule et il va pouvoir être produit et la molécule, la protéine va être complète, fonctionnelle. Et en fait, ça agit sur une région. Cette région qui empêchait la traduction, la transcription de l'exon 7, elle va être neutralisée et l'exon 7 va être exprimé. C'est ça le principe du nusinersen. Le nusinersen, donc les travaux ont commencé en 2009, et puis après le premier essai clinique en 2011, et puis après il y a encore des essais en cours, mais tous ils ont montré des effets favorables de ce traitement. Alors moi je vais rapidement montrer une étude, les principales études. Donc il y a l'INDIR phase 3, double aveugle. Elle a bien montré que l'efficacité par une amélioration de la fonction motrice, donc 51% versus bien sûr 0% dans le groupe contrôle. Vous avez aussi l'étude Nurture. On peut vous rajouter, professeur Chapri, 5 minutes. D'accord, rapidement. Donc le Nurture, et puis qui a montré surtout les nourrissons présymptomatiques, c'est-à-dire avant l'apparition des signes. Et puis après, il y a eu le Cherish qui va surtout voir pour les enfants plus grands, pas le type 1, mais le type 2 et le type 3. Et puis après, donc, je veux juste préciser que le nusinersen, il est indiqué dans le type 1, le type 2, le type 3, c'est des injections intratécales. L'injection intratécale, qui font 4 injections la première année, puis une injection tous les 4 mois. Et c'est le problème avec ça, c'est à cause de la scoliose, ça peut être très difficile d'injecter le nusinersen. Alors parfois, on fait des injections cervicales. Parfois, on fait un implant cervical, une chambre implantable cervicale, et ça facilite un peu le produit. Alors le deuxième médicament, c'est un oligonucléotide qui fait la même chose, qui favorise l'épissage pour intégrer l'exon 7, et c'est un traitement par voie orale et qui est indiqué dans tous les types 1, 2 et 3. Là aussi, les études ont montré, il y a eu 4 essais cliniques qui ont montré quand même une efficacité indéniable, que ce soit pour les petits de 1 à 7 mois, c'est l'étude Firefish, ou que ce soit 1 à 7 mois, puis après, même pour les présymptomatiques. Alors moi, je passe rapidement pour arriver à la thérapie génique. Donc je vais demander quand même un petit temps pour expliquer, c'était important. Alors la thérapie génique, c'est un traitement injectable qui se donne par voie injectable en une seule dose, une injection unique. D'accord? Et c'est conservé pour le moment uniquement pour les types 1. Les types 1 ou les présymptomatiques, c'est-à-dire il faut dépister les enfants à la naissance et qu'on ait 2 à 3 copies du gène SMN et le donner pour ces enfants-là. Alors le principe de thérapie génique utilise un vecteur qui est le virus adéno associé 9 qui va prendre le transgène à l'intérieur de sa capside et il va être introduit. Donc ici pour vous expliquer un peu, donc le virus contenant
le transgène qui est le SMN fonctionnel, il va rentrer dans la cellule, et puis après il va rentrer dans le nucléole, il va arriver jusqu'au nucléole, il va libérer le matériel génétique, et ce matériel génétique, il va former un épisome dans le noyau. Il ne va pas s'intégrer au matériel génétique du sujet, mais il va rester à côté sous forme d'un épisome. Alors, les études aussi ont démarré en 2014, et puis après, ils continuent encore, mais c'est des résultats qui sont tous favorables. Voilà. Les organisateurs nous font signe pour qu'on puisse avancer. D'accord, très bien. Donc, je vais juste expliquer un petit peu comment ça se passe pour la thérapie génique. On va faire la discussion, c'est pas grave. Moi, je vais m'arrêter là, et comme ça, on pourra discuter avec. Je vous en prie. Donc, je vais expliquer la thérapie génique quand même, parce que c'est important. Si vous avez des questions, sinon je vais m'attarder sur ça. Donc, merci, professeur Chawri, pour cette belle présentation. Donc, je donne la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, Madame Bessouda, professeur. Professeur Chawri. On regrette un peu que vous n'ayez pas pu finir, mais merci beaucoup, c'était assez clair. C'était 30 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je voudrais juste d'abord poser une première question. Si j'ai bien compris, les porteurs au Maroc, c'est 1 cas sur 25. Personnellement, je trouve que c'est énorme. Et bon, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un dépistage dans ces cas-là, un peu systématique? En tout cas, il faudra y réfléchir. Je ne veux pas choquer la salle, mais ça me fait penser aux Iraniens qui avaient un taux de thalassémie très élevé, et après, avant tout mariage, ils faisaient un dépistage systématique, et ils ont comme ça éliminé un nombre, enfin ils ont en tout cas diminué la fréquence de la thalassémie, si je me trompe pas. Alors ma question, qui est plus pratique, que faites-vous pour la prévention de la scoliose? Parce que je pense que ce traitement n'est pas encore disponible chez nos enfants marocains. Enfin, je ne sais pas si on peut l'avoir ou pas. Et moi, je suis très embêtée parce que dans ma petite expérience, je me souviens d'une petite fille qui n'avait pas une SMA, qui avait un autre problème, mais que j'avais transférée chez l'orthopédiste. Et quand je l'ai revue après l'adolescence, j'étais catastrophée. Donc je voulais savoir en pratique comment vous faites pour éviter les problèmes orthopédiques et surtout les scolioses et les syndromes restrictifs qui sont associés. Merci. Je vous que oui. Je voulais que je réponde à une mesure, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, très décevant. Le suivi d'un enfant, SMA, enfin, si on suit son histoire naturelle, c'est vraiment catastrophique et déprimant. Et c'est une grande, grande souffrance pour la famille et même pour le praticien. D'après notre expérience, moi personnellement, mais les amyotrophies spinales type 2, parce que ce sont eux qui ont besoin de traitement chirurgical pour la scoliose, n'ont pas pu bénéficier d'un traitement chirurgical pour la scoliose. Mais les miens en tout cas. Mais ailleurs, je sais qu'il y en a quelques cas au Maroc qui ont pu avoir une sorte d'arthrodèse. Pas vraiment une arthrodèse, mais quelque chose qui aurait fixé. Mais je sais que quelqu'un qui a actuellement 30 ans, il a pu avoir ça à Rabat. Je ne vais pas dire qui c'est qui l'a fait, mais... Mais alors, parce qu'en fait, cette même personne-là, on l'a sollicité pour notre patiente et ça n'a pas été... Et ça dit que ça a été difficile. Est-ce qu'on a dépassé le temps qu'il fallait peut-être... Alors, il faut que je vous explique. C'est des enfants qui doivent porter le corset avant 4 ans, bien sûr. Tout le temps. La chirurgie doit se faire avant 6 ans, pour les premiers dispositifs pour le rachis. Et dès 10 ans, on va... penser à mettre l'arthrodèse, à fixer complètement le rachis. Ça transforme un petit peu Parce qu'après, quand on a une scoliose qui déforme, c'est une source de douleur importante.
c'est catastrophique. C'est catastrophique, là, c'est le terme. C'est des enfants intelligents. Et donc là, en fait, ce qu'il faudrait faire... Oui. Ouais. Bien sûr qu'ils comprennent, ils sont très intelligents, ils sont Si vous oui. Bien sûr. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, ma réflexion, c'est un exemple d'handicap. La grande difficulté chez nous, c'est pas facile c'est facile de dire qu'il y a plusieurs intervenants, psychomotriciens, kinés, orthopédistes, etc. Mais la difficulté, c'est de les réunir sur table de manière régulière pour échanger. C'est pas d'envoyer des lettres un peu à droite à gauche. Je dis, c'est pas vous, mais je pose le problème de manière globale sur le plan organisationnel, institutionnel. Moi, nous avons commencé à faire ça sur Marrakech, mais nous ne sommes pas arrivés au niveau continuité, c'est-à-dire réunir de manière régulière, au moins une fois par mois, les gens qui devraient discuter autour d'un cas d'handicap, chacun, la psychologue dans son avis, etc., l'orthophoniste, voilà. Je vous donne l'exemple, un malade qui habite Ourika ou là, je ne sais pas où. Je pense qu'il faut contextualiser un petit peu les prises en charge et chercher à, avec l'aide, je pense, du ministère de la Santé, à monter des réseaux qui doivent se réunir de manière régulière et échanger au-delà des simples lettres qui sont envoyées entre collègues. Merci. Merci. Je vais peut-être compléter aussi rapidement. Enfin, on vit la même chose, on va en parler. Dr Salam, lui, va en parler en matière d'hémophilie. En gros, c'est le même contexte, c'est la même problématique. En fait, il faut penser rapidement à ce qu'il y ait des centres de référence. La problématique va toujours ponctuelle à propos d'un cas, le cas de l'autre, le cas de celui j'ai envoyé. Non, c'est des patients qui sont pris en charge dans des structures intégrées où, en fait, c'est l'équipe qui est réunie autour du patient. Et ce n'est pas le patient qui tourne. Oui. Merci, Jean. Merci beaucoup. Je vous en prie.